Bienvenue dans votre édition internationale du jour. Dans ce journal, nous reviendrons sur plusieurs faits marquants de l'actualité. Des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, un plaidoyer international pour la Palestine à l'ONU, une décision judiciaire historique en Colombie, une fusillade tragique à New York, ainsi que les manœuvres politiques de Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les grands titres du jour. Donald Trump fixe un ultimatum à Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien. Conférence à l'ONU, la communauté internationale réaffirme l'urgence d'une solution à deux États. Fusillade à Midtown Manhattan, le tireur visait la NFL, mais s'est trompé d'étage selon le maire de New York. En Colombie, l'ex-président Álvaro Uribe reconnu coupable de subornation de témoins. Et pour finir, midterm 2026, Trump s'active pour éviter une défaite électorale. Donald Trump fixe un ultimatum à Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien. Lors d'une rencontre avec le premier ministre britannique Keir Starmer, ce lundi 28 juillet en Écosse, le président américain Donald Trump a durci son ton envers la Russie. Il a annoncé avoir donné à son homologue russe Vladimir Poutine un délai de 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine. Passé ce délai, il envisage l'instauration de sanctions économiques supplémentaires, notamment des sanctions dites secondaires visant les pays achetant des produits russes tels que les hydrocarbures. Donald Trump, qui avait initialement menacé d'imposer d'importants droits de douane dans un délai de 50 jours, a donc raccourci cet échéancier. Il a exprimé sa déception face à l'absence de progrès sur le terrain et a affirmé que rien ne justifie d'attendre davantage. Les sanctions évoquées viseraient indirectement la Russie en ciblant les partenaires commerciaux qui continuent d'acheter ses ressources énergétiques. Une telle mesure pourrait affecter les revenus russes issus des exportations pétrolières. Peu après la déclaration de Trump, les marchés ont réagi. Le prix du baril de pétrole a grimpé de 2,15%, atteignant 69,91 $. Cette annonce intervient dans un contexte de renforcement des liens commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. Le 27 juillet, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont conclu un accord prévoyant un tarif douanier de 15% sur les produits européens importés aux États-Unis en échange d'un engagement européen à investir 750 milliards de dollars dans l'économie américaine sur 3 ans. Cet investissement vise notamment à réduire la dépendance énergétique au gaz russe, alors que le Kremlin n'a pas réagi publiquement à l'ultimatum qui avait salué la fermeté du message américain. Cependant, Donald Trump a exprimé son mécontentement envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui reprochant un manque de soutien explicite à ses positions envers Moscou. Sur le terrain, les combats se poursuivent de la nuit du 27 au 28 juillet. Au moins 8 civils, dont une fillette de 2 ans, ont été blessés lors d'une attaque dans l'ouest de l'Ukraine. Pendant que la Maison-Blanche accentue sa pression sur Moscou, un autre dossier brûlant est au cœur des discussions aux Nations Unies. Conférence à l'ONU, la communauté internationale réaffirme l'urgence d'une solution à deux États. La conférence sur la Palestine, organisée au siège des Nations Unies à New York, est entrée ce mardi dans sa deuxième journée. Sous la présidence conjointe de la France et de l'Arabie Saoudite, elle réunit quelques 125 États, dont une cinquantaine représentés au niveau ministériel. L'objectif principal, relancer les efforts diplomatiques en faveur d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Dès l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les participants à agir de manière urgente. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération des otages, tout en insistant sur la nécessité d'une action concrète. On ne peut pas attendre que les conditions soient parfaites, on doit les créer, a-t-il affirmé. Les discussions ont abordé plusieurs sujets clés, notamment la sécurité d'Israël, l'expansion des colonies en Cisjordanie, la situation humanitaire à Gaza,
la reconstruction du territoire et la question de la démilitarisation du Hamas. L'ensemble des intervenants ont souligné qu'une solution politique durable reste indispensable pour sortir de la crise actuelle. La France, par la voix de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé son soutien à la reconnaissance de l'État palestinien et a encouragé d'autres pays à suivre cette voie. Le Luxembourg a d'ailleurs annoncé son intention de reconnaître officiellement la Palestine en septembre, marquant ainsi un soutien croissant à cette option diplomatique. Malgré un soutien international important, deux absences notables pèsent sur la conférence, Israël et les États-Unis. Washington a exprimé son opposition à cette initiative, la qualifiant de coup de publicité susceptible, selon la porte-parole du département d'État, de prolonger le conflit, d'encourager le Hamas et de nuire aux efforts concrets de paix. Tandis que l'ONU débat de paix au Moyen-Orient, une scène de violence urbaine a plongé New York dans la stupeur. Fusillade à Midtown Manhattan, le tireur visant la NFL, mais s'est trompé d'étage, selon le maire de New York. Lundi soir, un homme armé a ouvert le feu dans un gratte-ciel situé au cœur de Manhattan, faisant 4 morts et plusieurs blessés, dont un employé de la Ligue nationale de football NFL. L'auteur des faits, identifié comme Shane Tamura, 27 ans, originaire de Las Vegas, aurait visé la siège de la NFL, mais se serait dirigé vers un autre bureau après avoir pris le mauvais ascenseur selon les autorités. Le maire Eric Adams a précisé que le suspect portait sur lui une note dans laquelle il accusait la NFL d'être possiblement liée à une forme d'encéphalopathie traumatique chronique. Tamura, qui a pratiqué le football américain au lycée, n'a toutefois jamais évolué en NFL, d'après des témoignages de ses anciens coéquipiers. Parmi les victimes figure un agent de sécurité du bâtiment, Didaroul Islam, 36 ans, ainsi qu'un employé de la firme financière Blackstone, identifié comme Wesley le Partner. 2 autres civils ont également perdu la vie, tandis qu'un salarié de la NFL a été grièvement blessé. L'enquête révèle que Tamura aurait parcouru les États-Unis en voiture depuis Las Vegas jusqu'à New York, où il a utilisé un fusil d'assaut pour mener son attaque. Après avoir ouvert le feu dans le hall de l'immeuble, il est monté jusqu'au 33e étage avant de se donner la mort. L'événement a provoqué un important déploiement policier à Midtown Manhattan, perturbant la circulation et les transports publics. De nombreux témoins pris de panique ont été évacués ou se sont réfugiés dans des bâtiments voisins. Une habitante, Nekeisha Lewis, présente au moment des faits, a décrit la scène comme la plus terrifiante de sa vie. Toutefois, les autorités poursuivent leur investigation pour mieux comprendre le profil psychologique du tireur et les circonstances précises de cette attaque. Pendant que les États-Unis sont confrontés à leurs propres défis sécuritaires, l'Amérique latine vient d'entrer dans une nouvelle ère judiciaire. L'ancien président Álvaro Uribe, reconnu coupable de subornation de témoins. Ce lundi 28 juillet, le tribunal pénal de Bogota a reconnu l'ancien président colombien Álvaro Uribe coupable de subornation de témoins. À 73 ans, il devient ainsi le premier ex-chef d'État colombien à être condamné par la justice du pays. Il encourt jusqu'à 12 ans de prison. La décision est intervenue à moins d'1 an de l'élection présidentielle en Colombie. La lecture du jugement a duré près de 9 heures. Uribe, qui a dirigé le pays de 2002 à 2010 et dirige actuellement le parti d'opposition Centre démocratique, a été jugé pour avoir tenté d'influencer des témoignages de plusieurs ex-combattants emprisonnés afin de discréditer le sénateur de gauche Iván Cepeda. La justice a écarté les accusations portées contre Cepeda et a retenu celles visant Uribe. L'affaire s'inscrit dans un contexte judiciaire plus large. Durant ses mandats, l'ancien président a été soupçonné d'avoir encouragé la création d'une milice paramilitaire impliquée dans des exécutions de civils présentées à tort comme des guerrilleros. Cette milice est également accusée d'avoir entretenu des liens avec des cartels de la drogue.
Le verdict a suscité des réactions contrastées à Bogota. Des partisans d'Uribe se sont rassemblés devant le tribunal pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une persécution politique. En revanche, ces oppositions y voient un tournant judiciaire. Pour eux, cette condamnation, bien qu'elle porte sur un chef d'accusation mineur comparé à d'autres dossiers encore en cours, marque une étape symbolique dans la lutte contre l'impunité. D'autres enquêtes judiciaires visant Alvaro Uribe sont toujours ouvertes, notamment en Argentine, où il est poursuivi pour sa possible implication dans plus de 6000 cas d'exécution extrajudiciaire et de disparition forcée. Et pour clore ce journal, cap sur la politique intérieure américaine où Donald Trump manœuvre pour renforcer son emprise sur le Congrès. À 15 mois des élections de mi-mandat, le président américain Donald Trump s'emploie activement à préserver la majorité républicaine au Congrès. L'enjeu est de taille. Les 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 sièges du Sénat seront renouvelés. Une perte de contrôle parlementaire compromettrait non seulement son agenda législatif, mais l'exposerait également à des enquêtes ou à une éventuelle procédure de destitution. Selon le politologue Antoine Yoshinaka de l'Université de l'État de New York, la priorité de Trump est de conserver la majorité au Sénat, essentielle pour valider les nominations de son administration, notamment celles des juges. Les derniers sondages donnent un léger avantage au Parti démocrate et l'histoire électorale joue contre le parti présidentiel depuis 1850. Celui-ci perd régulièrement des sièges lors des élections de mi-mandat. Ce phénomène s'est systématiquement répété depuis 3 décennies. Pour éviter une nouvelle débâcle comme celle de 2018, Donald Trump adopte une approche très impliquée. Il prévoit de participer personnellement à la campagne, levée de fonds, multiplication de meetings et implication dans le processus d'investiture des candidats républicains. Il cherche à placer ses fidèles et à éviter des primaires internes trop conflictuelles. Par exemple, il a encouragé la sénatrice Joni Ernst, Iowa, à briguer un nouveau mandat et demandé au représentant Bill Huizenga, Michigan, de se retirer d'une course au Sénat. Cependant, cette stratégie présente des limites. En privilégiant des candidats très loyaux, Trump pourrait compromettre les chances de victoire dans les circonscriptions modérées, comme ce fut le cas lors des midterms de 2022. Parallèlement, Trump tente d'influencer le cadre électoral. Il a signé un décret actuellement bloqué par la justice visant à restreindre le vote par correspondance et à renforcer l'identification des électeurs. Ces mesures sont justifiées par la volonté de préserver l'intégrité des élections, mais elles pourraient en réalité pénaliser une partie de l'électorat républicain peu enclin à se rendre aux urnes. La Maison-Blanche a également encouragé les dirigeants républicains du Texas à procéder à un redécoupage électoral anticipé. L'objectif serait de redistribuer des électeurs républicains dans certaines circonscriptions démocrates pour y favoriser des basculements. Cette manœuvre a suscité de vives réactions, notamment de la part des gouverneurs démocrates de Californie et de l'Illinois. Malgré ces efforts, l'issue du scrutin demeure incertaine. La dynamique électorale dépendra fortement de la situation économique et de la popularité du président. À ce stade de son mandat, Donald Trump figure parmi les présidents les moins populaires du XXIe siècle. Il pourrait également souffrir d'une démobilisation de sa base affectée par certaines polémiques dont l'affaire Epstein. Sa stratégie de relance économique centrée sur la baisse des taux d'intérêt pour stimuler la consommation comporte par ailleurs un risque de retour de l'inflation. Entre tensions géopolitiques, violences urbaines et revirements judiciaires, l'actualité internationale reste intense et contrastée. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon. À très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.